Je suis Kiémis et je suis censée vous rendre la joie. Mais sans mentir, parfois, la joie, elle est fuyante, elle me fuit aussi. Parfois, la joie, elle boude. Alors, sous nos langues, les châteaux s'effondrent et avec eux, les trompe-l'œil et les mirages. Les illusions sont ensablées, ensevelies sous les bombes et sous le sang des poètes, des enfants innocents. Devant nos yeux sidérés, ce sont les signes qu'on éventre. Alors, Audre Lorde avait dit que le silence ne nous sauverait pas. Et elle avait raison. Les mots, peut-être inconfortables, tentent eux au moins de nous ramener à la vie. Le silence pourrit tout sur son passage. Le silence les tue en Palestine, au Soudan, au Congo, au Yémen, au Cameroun, et il nous tuera aussi. Croyons-nous sincèrement que nous pouvons survivre auprès des fantômes et échapper à la gangrène ? Les mots sont inconfortables, oui. Ils sont dangereux, peut-être. Mais le mutisme anesthésie. Se taire, c'est embrasser le coma. Et mon Dieu, il pue de la gueule. Alors réveillons nos langues. Parlons. Parlons pour se rassurer. Parlons pour la repousser. Parlons pour la retarder, la nôtre de mort. Derrière nous, l'Empire s'effrite. Parlons et sauvons-nous. Je suis toujours Kiémis et bienvenue dans Rends la joie, l'émission qui va chercher la joie avec les dents. Morgane, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, toi et Paulette. Mais nous sommes ravis d'être ici, Paulette et moi. Elle a l'air ravie. Morgane, tu es une autrice, tu es une éditrice, tu es une poétesse française. Tu es aussi la créatrice du compte Instagram Amour Solitaire, où tu recueilles des messages, des lettres et des mots intimes sous forme de SMS. De ce compte a fleuri beaucoup de choses. 2 livres et une série diffusée sur France TV Flash. Tu es fan du genre épistolaire, donc là on voit beaucoup de lettres dont on va parler tout à l'heure. Et tu as aussi publié 2 livres où tu proposes à celles et ceux qui te lisent d'écrire des lettres à leur tour. Des lettres qui leur permettent de se reconnecter avec leur corps, avec leurs émotions, avec leurs larmes, puisque le dernier ouvrage s'appelle Le Club des larmes. Et tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Le Secret. Et enfin, tu as publié un recueil de poésie que j'ai adoré, qui s'appelle La Chambre sans mur aux éditions Nami. Pour lequel tu m'as donné beaucoup de force d'ailleurs, juste avant la publication. Merci encore. Avec plaisir. Je suis ravie que tu sois avec nous aujourd'hui, parce que je crois que j'ai besoin de douceur et que tu es la personne qui me ramène à la douceur souvent. J'en suis ravie. Morgane, pour préparer cette émission, j'ai lu certaines interviews et je me souviens que j'ai lu une interview qui était dans Vogue, il me semble, où il était décrit de toi que tu étais une militante de l'intime. Qu'est-ce qui, chez toi, te pousse à aller défricher les chemins des secrets amoureux, familiaux, et en quoi le fait de publier, de les révéler, de les ramener à la lumière peut être une force ? Alors c'est marrant parce qu'au tout début de la création d'Amour Solitaire, j'avais pas du tout cette pensée-là. Pour moi, j'avais simplement envie, en tant qu'éditrice littéraire, de montrer que le genre épistolaire n'était pas mort, que la lettre existait toujours. Et j'avais vraiment une approche qui était totalement dépolitisée, en fait, où je me rendais pas compte de la puissance de l'intime. Pour moi, c'était juste des très beaux textes poétiques et j'avais envie qu'on se rende compte que n'importe qui savait très très bien écrire. Et en fait, petit à petit, en voyant l'impact qu'Amour Solitaire avait dans la vie des gens, et aussi en lisant de plus en plus, en me développant, en ayant des réactions aussi face à certains messages, j'ai commencé à comprendre à quel point l'intime était politique. J'ai commencé à comprendre le devoir de représentation qu'Amour Solitaire avait, parce que je me rendais compte qu'il y avait plein de visions d'amour avec lesquelles j'étais plus d'accord, le temps passant. Même encore aujourd'hui, il m'arrive de dépublier des messages que j'ai pu publier il y a 5 ans, parce que je me rends compte que ce sont des messages qui véhiculent des valeurs avec lesquelles je suis plus du tout en accord, de possessivité, de jalousie, de passion, comme on aime le dire, qui fait mal. Et je crois qu'au fur et à mesure, aller chercher les messages des autres,
ça guérissait beaucoup de gens et ça me guérissait aussi, parce que ça parle de choses qui sont tellement intimes qu'elles sont universelles. Et c'est cette contradiction-là que je trouve magnifique sur Amour solitaire et qui résume le projet. C'est que c'est tellement intime que c'est universel et que ça crée... Ça ne veut pas dire qu'on vit toutes et tous les mêmes choses, mais simplement qu'on peut toutes et tous aujourd'hui se retrouver dans un texte échangé seulement par 2 personnes. Et je crois que ce pouvoir-là, il est réconfortant et il est guérisseur parce que ça veut dire qu'on n'est pas si seul dans nos amours solitaires. C'est clair, parce que je pense que beaucoup de personnes qui connaissent ce conte le connaissent parce qu'on a partagé des messages. Moi, j'ai plein d'amis qui m'envoient ces messages aussi en me disant tu vois, ça me fait penser à moi ou à toi. Enfin, donc, je pense que cette notion d'universalité, je la trouve très forte. En plus, souvent, ces textes sont évidemment anonymisés, donc on ne sait pas qui envoie quoi. Enfin, je trouve ça très intéressant. Et je veux juste revenir sur ce que tu as dit au tout début, parce que ça, je trouve, on va parler de ça, je pense, beaucoup dans cette émission, cette question de mettre la lumière sur ce genre épistolaire. Parce que c'est vrai que, moi, la première, j'ai une idée du genre épistolaire qui est quand même assez ancrée dans le passé. Bien sûr. Tu vois, genre, on n'écrit plus, et puis même nous, on écrit de moins en moins de lettres, donc c'est pas quelque chose qui a un réflexe. Et justement, d'avoir pris ce genre et cet amour du genre qui est considéré comme un genre mort, perdu presque. Voilà, bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Désuet en fait, ouais. voilà. Et de le remettre au goût du jour, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme démarche. Qu'est-ce qui t'a et surtout sur Instagram, qui est une plateforme qu'on considère encore comme une plateforme très actuelle, très avec des défauts aussi très forts, mais comment ça se passe et quelle est la réaction aussi d'un milieu, du milieu éditorial qui, il a ses défauts. Qui est-ce qu'il est? C'est ça. J'essaie d'être diplomate, mais bon, tu m'as comprise. Je t'ai totalement comprise, oui. Ouais. Cette passion du genre épistolaire, elle me vient depuis l'âge où je sais lire et écrire en réalité. Ce n'est que très récemment que je me suis rendu compte de la cohérence de tout mon parcours. À partir du moment où j'ai su écrire, pour moi, ça a été une libération parce que j'ai pu m'exprimer. J'ai pu écrire des lettres, d'abord à ma mère, beaucoup, après à mes amis, après aux garçons desquels j'étais amoureuse, mais moi, j'ai toujours eu une incapacité à parler. Alors, on le croit plus vraiment maintenant parce que là, je suis là dans ton émission en train de parler avec toi et on peut me trouver très à l'aise, mais ça a été un long parcours et je sais que petite, enfant, adolescente, c'était très difficile pour moi de parler. L'écriture, ça m'a sauvée. Écrire des lettres, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Et quand j'allais à l'école, je déposais sur la table de la cuisine des lettres à ma mère. C'était ma manière de lui parler. Autrement, c'était trop dur. Donc, j'ai commencé à écrire en écrivant des lettres, des journaux intimes aussi, donc ça a toujours été autour du genre de l'intime. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis prise de passion pour le genre épistolaire. Et je crois qu'à 18 ans, je sais pas, j'avais lu tout le corpus épistolaire européen, quoi. Wow. Kafka à Milena, Lou Andrea Salomé à Rilke, Simone de Beauvoir à Sartre, mais vraiment c'était une passion et qui venait de plusieurs choses. La première, c'est que j'étais fascinée parce que c'était un genre qui était vrai. C'est-à-dire que c'était pas de la fiction, c'était pas un roman, c'était pas une pièce de théâtre, c'était vrai. Alors bon, ce critère de la véracité peut être discuté, parce qu'il y a plein d'auteurs, bien sûr, qui ont entretenu des correspondances pour être publiés, mais j'avais pas encore cette notion à l'époque. Et surtout, je trouvais que c'était d'une simplicité magnifique, c'est-à-dire que c'était peu importe les carrières, les statuts, les genres, là, c'était juste le texte d'un humain pour un autre humain. Et en fait, toutes ces carrières qui, moi, m'impressionnaient trop, quand je lisais leurs lettres, je me disais, mais en fait, c'est des humains comme moi. Ouais. Ils sont traversés par les mêmes sentiments que moi, par les mêmes émotions, par les mêmes périls intérieurs. Et je trouvais ça fascinant, vraiment. Et bien sûr, il y avait un phénomène d'identification qui, moi, me touchait énormément. Et petit à petit, je me suis vraiment perfectionnée dans ça. Et quand j'ai fini mes études, je suis tombée sur une annonce de stage dans une toute petite maison d'édition qui venait de se créer, qui s'appelait Des Lettres, spécialisée dans le genre épistolaire. Et j'ai passé 5 ans là-bas. Donc d'abord, j'étais en stage. Ensuite, je suis passée à la direction éditoriale de la maison. Et mon métier, c'était vraiment... c'était sublime. Je passais mes journées en bibliothèque à
ouvrir des correspondances intégrales que plus personne n'ouvrait parce que très clairement, c'était un genre qui était boudé par autant les universitaires que les critiques, que les littéraires, que les libraires. Donc, je lisais ces anthologies énormes dans lesquelles il n'y a aucun taf éditorial qui est fait. Donc, c'est la correspondance complète, pure. Et j'en extrayais les bijoux. Vraiment, les bijoux que je repostais d'une manière assez moderne et en me disant que le genre épistolaire, c'était une porte d'accès très démocratique et accessible à la culture et à la littérature. Exemple. Si on ne va pas lire, par exemple, le Capital de Marx parce qu'on se trouve ça vraiment indigeste, par contre, on peut lire ses lettres d'amour à sa femme et ensuite se dire, tiens, ça m'intéresserait de lire autre chose ou de découvrir plus. Et en fait, tu vois, je savais même pas que Marx avait écrit, excuse-moi, je t'interromps, mais je savais même pas que Marx avait écrit des lettres d'amour à sa femme. Qui ont été publiées. Oh mon Dieu! C'est fou! Bon, c'était pas le meilleur amoureux qui soit, je préfère le prévenir. Est-ce que ça me surprend? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, le format fait qu'une lettre, ça se lit de manière rapide. Il y a une adresse à quelqu'un, donc il y a un phénomène d'identification qui est facile. Et c'est un phénomène, c'est un genre qui va bien avec l'époque, en fait, je trouve. Et en fait, pendant 5 ans, j'ai vraiment exploré tout le patrimoine épistolaire français. Et je me disais, c'est magnifique, mais j'aimerais bien savoir ce qu'on s'écrit aujourd'hui aussi. Parce que j'avais toute cette réflexion qui était de me dire, mais en fait, j'en peux plus d'entendre dans les médias et la presse que la lettre est morte, que les jeunes ne savent plus écrire, qu'on ne communique plus que par l'image, qu'on fait plein de fautes. À l'époque, c'était pignon sur rue, ce discours-là. C'est clair. Et moi, c'était pas mon cas. Je veux dire, l'image n'a jamais remplacé le mot. Alors, ok, ça m'arrive d'envoyer quelques émojis et d'envoyer des photos, mais en fait, j'écris énormément. Et j'écris des belles choses. Et je reçois des belles choses. Et mes amis écrivent énormément aussi. Et en fait, on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Les SMS, les mails, les discussions instantanées, on passe nos journées à écrire. Sauf que on est français, on adore cette nostalgie du papier, de l'ancien et de ce qui a été perdu et de ce qu'on n'a plus. Alors qu'en réalité, c'est pas parce qu'on n'écrit plus sur papier qu'on ne communique plus, c'est pas parce qu'on n'écrit plus des lettres sur le papier qu'on ne s'envoie plus des lettres. Et il y a eu toute cette réflexion quand j'ai créé Amour solitaire, qui était de me dire qu'est-ce qu'on s'écrit aujourd'hui et de considérer le texte avant ce qui le contenait. C'est-à-dire de considérer le texte avant un SMS et de le valoriser comme si ça avait été écrit sur du papier. Et surtout, et c'était de dire aussi à la presse et aux médias, mais on écrit. On écrit, en fait. Arrêtez, on écrit. On ne fait pas des messages remplis de smileys. C'est faux, en réalité. Moi, je fais beaucoup de notes vocales, mais c'est vrai qu'on continue à écrire beaucoup. Oui, exactement. C'est vrai que les notes vocales se sont beaucoup développées. Et donc, petit à petit, c'était un projet qui était très personnel, qui est vraiment parti du fait que j'avais envie d'ouvrir un lieu où je pouvais stocker ma mémoire amoureuse. Je pense à Instagram parce que c'est le royaume de l'image, là, pour le coup. Et que ça m'intéressait de travestir la plateforme en n'y publiant que des mots, ce qui était assez subversif pour l'époque. Tout à fait. Et de manière anonyme, bien sûr, et sans imaginer une seule seconde que quiconque voudrait contribuer. Et en fait, là, ça a été le raz-de-marée. Beaucoup de monde a voulu y contribuer. Et en fait, au tout départ, je disais que j'allais créer les archives nationales de l'amour, en plaisantant. Et c'est plus tant que ça une blague, parce que là, 6 ans après sa création, je sais pas, j'ai dû recueillir près de 400 000 messages. Donc, 400 000 messages, waouh, quelle source incroyable. Incroyable. Et donc, quel fond incroyable, je veux dire. Exactement. Donc, je suis une archiviste de l'amour et je suis en train de constituer les archives francophones de l'amour. Parce que tu vois, s'il y a des historiens et des historiennes qui vont venir, tu vois, des historiens du 22e siècle qui veulent travailler sur justement les relations, par exemple les relations genre et les relations familiales, les relations d'amour en fait, et ce fond il est incroyable. Enfin, mais vraiment exactement. En fait, je pense que on a une matière là qui existe peu finalement, tu vois. Exactement. Sur d'autres temps en fait, dans d'autres temps. Donc c'est fou. Exactement, et là, dans 4 ans, ça fera 10 ans qu'Amour solitaire existe. Et pour les 10 ans, j'ai le projet un peu fou de vraiment faire
sortir l'encyclopédie de comment on a écrit l'amour cette décennie et de demander à plein de spécialistes d'étudier le fond, justement, des linguistes, des historiens, des psychologues, des sociologues, totalement. Parce que le fond est tellement intéressant. Oui. Mais moi, je vois d'année en année, après la vague MeToo, après le Covid, comment l'amour a été impacté, comment on l'écrit, quel est le champ lexical qui revient. Enfin, c'est impressionnant, en fait. Totalement. Parce qu'au-delà même de l'amour, au-delà même de l'intime, tu as vraiment aussi une photographie. Enfin, c'est évidemment, comme toutes les photographies, c'est figé, mais tu as quand même une photographie de beaucoup de choses qui se passent. Comme tu dis, tu parles de MeToo, moi je pense à même Black Lives Matter. Qu'est-ce qui se change à ces moments-là? C'est un très beau fond, effectivement, que tu recueilles. Et ça parle de la société de manière globale. Totalement. C'est pas pris par le prisme de l'amour, mais c'est un prétexte en réalité. Totalement. Parce que comme on le disait, tu vois, t'aimes beaucoup les lettres, et là on en a beaucoup autour de nous. Est-ce que tu peux nous présenter quelques-uns des objets? Là je vois des journaux intimes. et ce que je trouve drôle, en fait, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit c'est drôle parce que j'amène Morgane sur Mediapart, et Mediapart c'est quand même un site qui est quand même connu pour la révélation, pour l'investigation, pour la recherche. Alors évidemment c'est des scandales politiques, donc c'est quand même c'est autre chose, c'est un autre thème, mais justement il y a quelque chose de l'ordre de la révélation aussi, tu vois, quand tu publies, tu vois, et là tu as un journal intime, donc voilà, il y a quelque chose du secret. Qu'est-ce qui et je trouve aussi c'est peut-être très controversé ce que je veux dire. Je n'y avais pas pensé en tout cas, ce prisme-là. De la révélation du secret, tu vois, Mediapart, et justement, il se bat contre les secrets qui nous desservent, en fait, en tant que citoyens. Et justement, est-ce que toi, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais est-ce que toi, tu as une joie de la révélation? Tu vois, le fait de pouvoir révéler, de publier, est-ce que ça te parle, justement, la force de révéler, quoi, ouais. Mais la force de révéler, c'est tout ce qui m'anime, je pense. C'est que le silence, ça a vraiment pu me tuer à un moment, je pense, dans ma vie. Ça aurait pu vraiment me tuer. Et la parole, c'est la liberté, en réalité. C'est ce qui guérit, c'est ce qui renforce, c'est ce qui soigne, c'est ce qui permet d'entrer en relation avec les autres, c'est ce qui permet d'aller trouver de la force quand on n'en a plus. Enfin, je veux dire, le pouvoir que ça a, quelqu'un qui n'a jamais parlé, qui parle pour la première fois, ce que ça va créer chez une personne qui a vécu la même chose et qui va avoir envie de parler, enfin tout cet effet papillon, ben, c'est tout ce que je recherche en fait dans mon travail. Et d'ailleurs, dans mon livre, Le Secret, c'est beaucoup ça, c'est de comprendre les mécanismes du silence, à quel point ça nous enterre, et à quel point le silence, il est politique, et à quel point c'est toujours les mêmes personnes qui se taisent, les mêmes personnes qui parlent, et à quel point le monde est renversé quand ce sont les personnes qui se taisent qui décident enfin de parler, et à quel point c'est guérisseur, et à quel point c'est révolutionnaire, et du coup je digresse grave, mais... Non mais on adore quand tu dis digresse. Mais voilà, en tout cas le pouvoir de la parole et de la révélation, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, et surtout depuis que j'ai compris que des révélations intimes pouvaient avoir des portées politiques et des portées qui étaient même sociétales en réalité. Alors du coup, comme je te disais, là on a quelques petites lettres, quelques pas petits, mais des journaux. Est-ce que tu veux bien nous lire peut-être une des lettres qui est là du coup, je te fais juste une présentation rapide. Ouais, bien sûr, vas-y. Là, j'ai pris pour toi mon tout premier journal intime. Alors, mais les dauphins, j'adore. Juste, excuse-moi, mais je te lis juste la première page que j'écris vraiment en onomatopée, parce que je ne sais pas écrire. Aujourd'hui, avec ma maman, on fait ma chambre, mais je vois que je n'ai toujours pas de fiancé. Peut-être que je vais en trouver un maintenant. Si jamais je trouve d'abord, je vous dirai. Non, mais attends, t'as quel âge là? J'ai 6 ans. Oh my God. Déjà, l'obsession patriarcale d'être en couple. D'hétéro-patriarcale, là, ouais. Ça, c'est le journal intime qu'on m'a offert cette année. Donc, c'est pour te montrer la tradition du journal intime, avec un cadenas, bien sûr, avec le stylo associé. C'est trop mon genre d'esthétique, j'adore. Même si là, aujourd'hui, je suis en noir, j'adore ce genre de truc. Donc, voilà. J'ai ramené des lettres. Il y a plein de lettres, là, qui se mélangent un peu. Il y a quelques années, j'avais mis des boîtes aux lettres dans plein de librairies. J'avais demandé aux gens de déposer dedans les mots d'amour qu'ils auraient toujours aimé qu'on leur dise. Donc c'est ça. Mais j'en ai pris des plus personnels aussi. Je vais t'en lire un extrait. C'est une lettre que j'ai reçue et que j'ai beaucoup de chance d'avoir reçue parce qu'elle est sublime. Et elle est belle, elle est un peu abîmée par le temps. C'est ça qu'on aime. Alors, dans les latitudes de tes jambes, de tes tendres cuisses, je percevais les formes blanches qu'ont laissé les danses les années passées. Des spectacles s'y donnent encore, à moitié tus,
qui demande à être réanimé. J'en emporte des morceaux et les disperse dans toutes les rues de la ville, les laissant se mouvoir après s'être engouffrés entre les murs. Les dessins qui animent la dépression de ton corps, je les reproduis à l'identique sur la feuille brisée de mon esprit. Je franchis les haies d'étincelles de mon souvenir pour venir te retrouver. Dans son sillage, l'échappe nocturne m'enveloppe à nouveau. Elle est sublime, non? J'ai eu la chance de recevoir ça. C'est tellement beau. Envoyez des lettres aux gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Envoyez de la poésie aux gens, parce que c'est magnifique. Ouais, ça fait du bien. Voilà, je la garde très précieusement, parce qu'elle compte beaucoup. Je comprends. Et du coup, pourquoi tu nous choisis cette lettre? Pourquoi tu nous offres cette lettre en particulier? Parce que je pense que c'est une des plus belles lettres que j'ai reçues, qu'on parle de révélation, donc j'ai envie de vous donner quelque chose de moi, là. C'est trop sympa. Merci pour ce cadeau. Justement, on va parler ensemble de poésie, puisque là, on est quand même sur une très belle poétique. Tu as écrit « La chambre sans mur ». Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant que moi, je parle de ce que ça m'a fait de recevoir ce texte? Bien sûr. La chambre sans mur, c'est mon premier recueil de poésie. Merci beaucoup. C'est mon premier recueil de poésie. Déjà, je suis trop contente de m'être prêtée à cet exercice et d'arriver dans une nouvelle vague poétique où on s'en fiche des règles, on s'en fiche des normes et devient poésie ce qu'on dit qui est poésie. Et ça, je trouve ça magnifique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette image de la poésie qui date de l'école où il faut faire des vers, il faut faire des rimes, c'est très codifié. Or, pour moi, la poésie, elle existe dans tellement d'autres choses. Et en fait, c'est plein de textes que j'ai passé 6 ans à écrire. Et je m'étais jamais dit que c'était de la poésie jusqu'au jour où je me suis dit, mais tiens, c'est de la poésie en réalité. Et déjà, j'aime bien cette liberté-là. Et ce livre, il retrace 6 années de ma vie, avec de très belles années au début, avec beaucoup d'amour et de découvertes très légères et innocentes. Et une traversée du désert ensuite, qui a été très très dure, une traversée très dure pour mon corps, pour mon esprit, dans mes racines familiales, pour aller essayer de comprendre l'état de désœuvrement dans lequel j'étais pour la première fois. Et ça parle de guérison, ça parle de joie aussi, de comment on s'en sort, d'où est-ce qu'on trouve de la force, de comment les femmes peuvent se porter entre elles aussi, de comment on se soigne les unes les autres. Tu veux que je te lise quelque chose? Je veux bien, ouais, avec plaisir. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ok, je vais lire ça. J'écris tout ce qui transperce ma chair, tout ce qui coupe mon appétit, l'acétone qui brûle mes doigts, le sel qui tire ma peau. J'écris tout ce que mon grand-père aurait préféré voir s'effacer, tout ce que ma grand-mère n'a dit qu'à la fin de sa vie. J'écris parce que je n'ai pas envie d'attendre, je n'ai pas envie de mourir silencieuse. J'écris ce qui me maintient en vie, ce qui a le pouvoir de me tuer aussi. Et le simple fait de l'écrire détruit ce pouvoir. J'écris pour confisquer les puissances, pour ébranler les ascendants. J'écris pour voler le feu. J'écris ce qui est éreinté de n'avoir pu exister. J'écris tout ce qui court le long de la lame et qui perd l'équilibre au bord des falaises de l'oubli et qui flanche sur le précipice de ton existence. J'écris pour ne plus jamais avoir le vertige. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir, j'adore. J'écris pour voler le feu. Ouais, toi aussi t'écris pour voler le feu. Tellement. Pour réveiller le feu. Bien. Et tu le réveilles très bien aussi. C'est intéressant parce que justement, comme le genre épistolaire, je crois que la poésie, on associe beaucoup la poésie aussi à un genre très désuet. Total. Réservé aussi à une élite, peut-être plus que même, je pense, que le genre épistolaire. Totalement. Pour le coup, mais quelque chose qui nous appartient pas, quelque chose qu'on apprend, qui nous est infligé même parfois, faut le dire. Voilà, totalement. Et bon, je pense que maintenant il y a beaucoup de profs de français qui essaient de transformer cette vision qu'on a de la poésie, mais c'est vrai que moi aussi j'ai ce souvenir de séances en classe où c'était assez éprouvant, il fallait apprendre des textes de personnes qui nous ressemblent pas mais qui nous ressemblent pas forcément physiquement, mais qui sont très loin de nous. Et c'est pas grave, parce qu'on aime aussi la diversité dans toutes ses formes, mais justement, ça manquait un peu de diversité, faut dire les choses. Totalement. De parcours, voilà, de genre, etc. Et en ce moment, je crois qu'il y a une vraie tension, et on peut peut-être en parler, il y a une tension où
pas si c'est une tension. Si, il y a une tension, évidemment. Il y a une tension, parce que là, on est en pleine polémique. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle ? Bien sûr. En ce moment, il y a cette polémique autour de la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du printemps des poètes. Et cette tension, elle vient du fait que Sylvain Tesson, c'est pas notre poésie. Non. Ça, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut parler aussi, justement, on en profite est-ce qu'il y a une personnalité en ce moment qui t'a fait vibrer ou une poétesse qui t'a fait vibrer Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors déjà, c'est difficile en ce moment de trouver des gens qui nous font vibrer. On traverse quand même une zone qui est extrêmement turbulente. Ouais, c'est clair. Il faut s'accrocher aux petites choses parce que c'est pas évident. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait vibrer récemment. C'est la poétesse extrêmement talentueuse qui est Sarah Mishkin, qui a écrit une tribune avec Jean d'Amérique justement contre la nomination de Sylvain Tesson au Printemps des poètes. Et pourquoi ça m'a fait vibrer ? Parce que cette tribune, c'est tout ce que j'ai envie de voir se développer. Cette tribune, elle a suscité tellement de lectures, elle a suscité tellement d'engouement, elle a suscité tellement de rassemblements, tellement de signatures que je me dis, c'est en route. Il se passe un truc. Il se passe un truc et c'est la confrontation de l'ancien monde et du vieux monde. Totalement. Et le fait de voir à quel point cette tribune suscite des réactions dans l'extrême droite me dit... On a envie. On est en vie et heureusement qu'elle existe. C'est clair. Donc merci Sarah Mishkin, vraiment. Ça m'a fait vibrer, ça m'a donné de l'élan et ça matérialise qu'on pressent, ce dont on parle beaucoup, toi et moi, sur cette nouvelle vague poétique qui est là, sur tous ces nouveaux codes qu'on est en train de créer, sur ces nouveaux profils qui sont en train d'arriver, qui sont en train ça y est, de s'immiscer dans les maisons d'édition, dans les librairies, qui sont partout sur les réseaux, avec une démarche qui est plus du tout élitiste. Et la poésie, c'est magnifique. Elle est comme elle n'a jamais existé. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est totalement vivante. Et bon, alors évidemment, Rends la joie, c'est clairement une émission de propagande poétique. Tout le monde devrait lire un petit peu de poésie au moins une fois par an. Et c'est vrai que c'est aussi des poésies qui ont des filiations différentes aussi. Parce qu'effectivement, tu as raison, il y a une nouvelle vague poétique, mais je pense que cette nouvelle vague, elle est nourrie par des textes et des filiations qui diffèrent de ce que certains pourraient penser que la poésie est, en fait, finalement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, alors c'est très dur d'être victime de harcèlement par l'extrême droite, qui est quand même extrêmement puissante en ce moment dans notre pays, il faut le dire. Mais c'est vrai que ça témoigne de notre vivacité. Oui. Je pense que si on faisait pas peur aux gens, à tort, rien, bien sûr. On fait peur aux gens parce que nous, on a aussi des envies littéraires, poétiques et politiques qui sont totalement différentes. Mais si on fait pas peur, c'est qu'on est mort. On fait peur parce que justement, malgré tout, on est toujours debout. Je dis toujours cette phrase. Mais oui, mais c'est vrai, on est toujours en vie, on est toujours vivace et ça va. Je pense que ça va vraiment contre leur projet politique de nous écraser, en fait, quoi. Bien sûr. Donc, c'est vrai que j'ai aussi signé cette tribune, évidemment, et je suis ravie qu'elle existait aussi. Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage la même chose. Toi aussi, ça t'a fait vibrer, alors ? Évidemment, ça m'a fait vibrer, puis... Comme tu dis, j'ai senti vraiment le conflit, comme tu dis, voilà, des anciens et des modernes qui se rejouent dans plein de domaines politiques et aussi artistiques, faut le dire. Et au-delà de ce conflit-là, il y a aussi je crois que l'idée, c'est vraiment qui se s'arc-boute, qui se crispe et qui veut vivre, en fait. Exactement. Qui veut exploser, refleurir, bon, c'est le titre de mon prochain livre, mais qui veut, voilà, se régénérer, qui veut guérir, en fait. Exactement. Et oui, j'ai même vu cette nomination, pour être totalement franche, je crois que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de pouvoir dans l'édition, qui est très lu aussi, donc faut le dire. Mais j'ai quand même vu dans cette nomination un choix délibéré de dire non, mais en fait, votre poésie, c'est bien gentil, mais vous n'avez pas la place. Bien sûr. Et nous qui nous révoltons en disant, mais en fait, non, nous aussi, on peut dire ce que c'est la poésie. Mais c'est toute une question de prendre la place, de toute façon, ce conflit. Totalement. C'est à qui est la place, qui est légitime de prendre cette place, qui ne l'est pas.
qui a le droit de dire ce qu'est la poésie. Et, exactement. Mais c'est trop intéressant ce qui se passe. Totalement. Enfin, le fait que ça se cristallise auprès de cette nomination, c'est relou. On ne peut plus relou que ça, tu vois. Mais ça cristallise quand même quelque chose qui est tellement intéressant, qui prouve qu'on arrive vraiment à ce moment de confrontation, ce qui veut dire que de notre côté, c'est assez installé pour pouvoir le faire aussi. C'est pas faux, c'est vrai. Et raison. Que la légitimité, on est en train de se la créer nous-mêmes, et ça, c'est magnifique, je trouve. Ça, c'est beau. Et encore une fois, je trouve que c'est quelque chose j'ai l'impression qu'on rejoue le même... tu vois, qu'on rejoue le même film ou qu'on rejoue le même jeu dans plusieurs domaines artistiques, quoi. Oui. Ce conflit, il existe dans les arts, au cinéma... Bien sûr. Dans la BD, il se joue vraiment partout, en fait. Qui a le droit de dire ce qui est poésie ou pas? Exactement. Et pendant longtemps, certaines personnes avaient toute la place et maintenant ça change un peu. Et du coup, forcément, il y a des soubresauts, quoi. Bah, bien sûr, quand on perd certains privilèges, c'est jamais très agréable. On ne les donne pas comme ça. Mais on pourra avoir cette conversation pendant très longtemps encore. Et du coup, on n'a pas beaucoup de temps à en la joie. Je suis ravie que tu sois venue. Si tu pouvais citer une poétesse ou une lettre ou une personne qui écrit des lettres qui nous mettrait un peu en joie, parce qu'il faut finir avec la joie quand même. Là, c'est nécessaire. Et est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui regarderont la joie et qui voudraient lire une poétesse qui nous fait vibrer ou lire une personne qui a écrit une lettre qui nous fait vibrer? Il y en a tellement. Choisis-en 2. Choisis-en 3, allez. Non, mais déjà, je recommanderais de lire la correspondance de Frida Kahlo, qui est d'une beauté, mais à couper le souffle. Il y a ce genre de personnes qui excellent dans tout comme ça. Donc Frida Kahlo en fait partie. Et je crois que sa correspondance, elle donne de la joie parce qu'elle donne de la force. Et que c'est une personne qui a tellement souffert et qui a été tellement résiliente que quand on lit ça, on a envie de tout célébrer et de tout défoncer. Donc, lisez Frida Kahlo, vraiment, du fond du cœur, lisez Frida Kahlo. Et lisez Virginia Woolf aussi. Voilà. Je vais rester sur ça, autrement je vais trop m'étaler et m'étendre. Ce sera pour une autre émission. Exactement. Mais j'ai été ravie d'être avec toi pour parler de poésie et du genre épistolaire. Moi aussi. Pour finir, Morgane, la joie, elle est à qui? Elle est à nous toutes et tous. Elle est à nous. Elle est à nous. Merci Morgane. Avec merci plaisir. Beaucoup. Merci à toi. Et bisous Paulette. Oui, Paulette est allée dormir.